Bonjour à tous. Alors je suis ravi et nous sommes ravis parce que c'est en grande partie grâce à Monsieur Lepty que je remercie par avance, puis aux personnes qui ont préparé la salle ce matin. Et donc comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, d'accueillir Mike Gelabal parmi nous ce matin, cette fin de matinée. Alors je pense que Monsieur Lepty lui a dit, mais donc ce sont les élèves délégués de 4e, 3e. Voilà, parce que dans ce collège, j'aime que les élèves se mettent en projet, prennent des initiatives. Et je trouve que c'est une belle initiative et un gros projet que vouloir devenir délégué de sa classe. Et c'est vrai que parfois on se dit on n'a pas grand-chose en retour d'être délégué. Ben on se bat un peu toute l'année pour faire bouger les choses dans la classe. Et puis finalement, donc je trouvais que c'était intéressant qu'ils puissent vous accueillir et qu'ils aient cette chance-là de rencontrer un joueur professionnel et répondre à leurs questions qu'ils ont préparées depuis maintenant 3 à 4 semaines. Et puis nous accueillons aussi les élèves de 6e Dublin, eux juste parce qu'ils avaient EPS ce matin, et donc c'était assez cohérent que vous rencontriez un sportif de haut niveau à ce moment-là. Voilà, donc je vais vite vous laisser la parole, vite, c'est vous qui avez des questions, hein. Moi ça m'intéresse de connaître les réponses. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'étais particulièrement content et ravi que ce soit Mike Gelabal qui vienne nous voir, parce que c'est un joueur que j'apprécie tout particulièrement. On m'a dit un joueur qui tire pas la vedette à lui, qui sait partager avec les autres et qui a une carrière déjà exceptionnelle en équipe de France et au MSB, puis Cholet avant la NBA, mais aussi qui a un très bel esprit et qui se met toujours au service de l'équipe et finalement il fait ce qui rend service à l'équipe, et pour moi c'est ça la mentalité d'un sportif et dans un sport collectif. Donc voilà, c'est une belle image de joueur, donc je suis ravi de l'accueillir. Donc un grand merci Mike. On va commencer. Il y a un micro qui va circuler parmi vous. Bonjour. Il y a un micro qui va circuler parmi vous. Donc il y a un chef micro qui va déplacer le micro selon les questions. On va commencer donc par la première question qui 4e Londres. Donc vous levez la main bien haut pour qu'on puisse vous repérer. Vous vous levez. Hein, celui qui pose la question va se lever. T'as vu la règle. À quel âge avez-vous commencé le basket? Déjà, bonjour à tous. Bonjour. J'ai commencé le basket, j'avais 6-7 ans environ, et j'ai commencé parce que j'ai mon grand frère et ma grande sœur et tous les cousins, tous les copains du quartier qui jouent au basket. À quel âge avez-vous commencé le basket? Votre carrière? À 6-7 ans. Non, carrière pro, oui, j'ai commencé, j'avais 18 ans et demi, 19 ans. Et j'étais stagiaire pro à Cholet. C'était en 2001. Quelles sont vos sources de motivation? Source de motivation. En fait, c'est ma passion, donc j'ai pas plus de sources que ça. Tous les matins, je me réveille, je pense au basket, et ça depuis que j'ai commencé à jouer au basket. À quel moment êtes-vous entré en NBA? En NBA, c'était en 2006. J'ai été drafté en 2005 et j'ai été en NBA en 2006 au Seattle Supersonics. À quel moment êtes-vous entré en NBA? C'est la question. Ah oui. Pourquoi avez-vous choisi le basket? Le basket, je ne l'ai pas choisi, je pense que c'est le basket qui m'a choisi, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, j'ai vraiment grandi là-dedans, et quand j'ai commencé à jouer au basket, je ne savais pas qu'on pouvait devenir basketteur professionnel, donc je jouais juste parce que j'aimais ça, je pensais à ça, et au fur et à mesure des années, j'ai su qu'on pouvait devenir pro et gagner sa vie comme ça, donc ça m'a encore plus motivé, quoi.
Stockholm. Quels sont les joueurs qui vous ont le plus marqué en NBA? NBA, déjà dans mon équipe, j'ai eu Ray Allen. C'est un super grand joueur, c'est un grand shooter. Et donc lui, il m'a vraiment marqué parce que je m'entraînais contre lui tous les jours. Et pendant les matchs, j'ai eu la chance de jouer contre Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony. Donc c'est vraiment des joueurs qui sont vraiment sur une autre planète et qui dominent vraiment le basket, quoi. Quel est votre joueur modèle? Vois-tu un joueur modèle? Pour le moment, enfin, actuellement, celui qui est un peu le modèle, c'est LeBron James, Kevin Durant, qui sont toujours en NBA. Mais sinon, avant, j'aimais bien Michael Jordan et Scottie Pippen. Sur une semaine type, combien de temps passez-vous à la salle? Alors, ce qu'on appelle semaine type, c'est quand il y a un match de mercredi et un match de samedi, donc 2 matchs semaine. D'accord, 2 matchs semaine. Non, hors match, hein. En même temps, à la salle. On va dire 10 heures. 10 heures, je pense que 2 entraînements si on a match le mercredi, on va dire 2 entraînements le lundi, 1 le mardi, plus le matin, le mercredi shooting, plus le match. Le jeudi, il y aura seulement un entraînement de récup parce qu'on a joué la veille. Le vendredi, un seul encore. Et le samedi matin du match encore shooting, plus le match le samedi soir. Donc en gros, grosso modo, 10-12 heures, quoi. Comment un joueur professionnel gère sa récupération, notamment au niveau du sommeil? Au niveau du sommeil, ça c'est une bonne question parce que malgré tout, je ne vais pas vous mentir, on dort tard, beaucoup, mais tard, puisqu'on a de la chance de faire une sieste. Après les entraînements, il y en a qui dorment même après l'entraînement du soir et qui se réveillent à 23 h et qui se recouchent à 2 h du matin, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, on n'est pas les mieux, mais on a de la chance de dormir sur toute la journée. Par contre, le soir, je sais que moi, par exemple, il me faut un minimum 9 heures de sommeil, quoi. Suite à votre grasse blessure au genou, avez-vous des exercices spécifiques pour éviter une rechute? Oui, bien sûr, je fais de la proprioception tout le temps et j'ai été blessé au genou droit, mais je dois aussi travailler le genou gauche pour pas que ça arrive de l'autre côté, parce qu'en général, quand on se blesse à droite, faut toujours se méfier parce que l'un n'arrive jamais sans l'autre. On pense toujours sur l'autre jambe au début et donc du coup, cette jambe-là, elle devient moins forte que l'autre au bout d'un moment donné et il risque d'avoir une autre blessure encore. Quel est votre régime alimentaire sur une semaine type? Est-ce que tu te permets des choses le lundi que tu ne te permets pas le mercredi parce qu'il y a match? Par exemple, Non, en général, je mange tout le temps pareil. C'est des pâtes, du riz, du blanc de poulet, tout ce qui est viande blanche, du poisson. Et la veille de chaque match, je m'autorise à manger de la viande rouge, parce que j'aime pas trop, mais bon, c'est juste pour avoir un peu de fer, un peu plus d'énergie pour le match, quoi. Avez-vous un rituel avant chaque match? Non, pas vraiment. Pas vraiment, j'ai pas de rituel, mais j'essaie de m'échauffer toujours pareil. Mais c'est pas vraiment un rituel, c'est plus une routine, quoi. C'est plus une routine et en fait on essaie d'avoir une routine en fonction d'un match qu'on va faire, en fait.
Si je m'échauffe de telle manière et je joue bien, ben, le prochain match je ferai pareil quoi. Juste pour être dans la routine, mais j'ai pas vraiment de rituel. Quels sont vos loisirs pendant vos périodes de repos? Période de repos, ben, en général c'est l'été, et l'été moi j'aime bien rentrer chez moi. Je suis de la Guadeloupe et donc c'est beaucoup de plage. Plage. Voilà. Est-ce que, par exemple, vous avez, comme certains sportifs, des sports à risque qui vous sont interdits? Oui, ben, tout ce qui est comme le ski, les sports extrêmes, quoi. Ski, moto, roller, skateboard, surf, voilà, des trucs comme ça, où on contrôle pas tout, quoi. Quelles études ou cursus avez-vous fait avant votre carrière pro? Quand je suis arrivé en France, ben, j'ai fait... déjà, je voulais être cuisinier, mais avec le basket, c'était pas possible. Donc, moi, d'où je viens en Guadeloupe, il y a beaucoup de menuisiers, donc j'ai fait un CAP menuisier. Donc, voilà, c'est là que j'ai rencontré Monsieur Le Petit, à Cholet. Il y a déjà 17 ans. Parce qu'il vient de répondre. Comment gérez-vous votre vie de famille avec votre carrière de sportif de haut niveau? Ma vie de famille, en fait, ça fait pas longtemps qu'elle a commencé, parce que j'ai un enfant qui va avoir 5 mois. Et avant, ben, je vais plus vous parler d'avant. Avant, j'étais tout seul, j'avais ma copine, mais elle faisait ses études, donc on vivait pas ensemble. Donc moi, ça me permettait de changer de club. J'ai changé pas mal de clubs, j'ai visité pas mal de pays. Donc c'était plus simple. En concurrence, je connais d'autres collègues qui ont une vie de famille, c'est moins simple. Ils doivent aller s'entraîner quand ils ont s'occuper de leurs enfants, de leurs femmes, faire des activités, et ça, le lendemain, à l'entraînement, c'est moins drôle pour eux. C'est plus difficile, c'est vrai qu'ils sont un peu plus fatigués, mais c'est que du bonheur. Au retour, ils nous disent que c'est que du bonheur, et voilà, c'est le plus important. Partagez-vous votre passion avec votre famille? Vous accompagne-t-elle sur les compétitions? Oui, effectivement, j'ai ma mère, elle m'a suivi depuis mes débuts, et de tous les pays où j'ai pu jouer, elle est venue me voir. Ma copine pareil, mes frères et sœurs pareil, quoi, même des amis, des cousins. J'ai toujours eu du monde derrière moi qui m'ont soutenu. Pendant vos déplacements, avez-vous le temps de découvrir le pays visité? Pendant les déplacements, non. Non, franchement, on reste à l'hôtel, on va s'entraîner, et on est vraiment, après on va en match, on est vraiment au sein du groupe, et le planning est assez short, assez petit, on va dire, et donc on n'a pas vraiment le temps d'aller visiter. Quand on a plus de temps, quand c'est à l'équipe de France, où on est basé quelque part sur 1 ou 2 semaines, on a le temps de visiter, mais si c'est en club, par exemple avec le MSB, on part 3 jours, on arrive la veille du match à 20 h, le lendemain il y a un match, donc on n'a pas le temps de faire grand chose, et on repart le lendemain à 6 h du matin, quoi, donc on peut vraiment pas visiter. Comment se passe la vie de groupe avec les autres joueurs, et quelles sont vos relations sur le terrain? La vie de groupe,
c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Quand vous êtes en classe, vous savez, hein, des fois quand le professeur n'est pas là, c'est un peu le bordel, non? Non. C'est parce qu'il y a le directeur, vous dites ça, mais j'en suis sûr qu'il y a un peu le bordel. Ben, nous, c'est pareil, en fait, quand le coach il est pas là dans le vestiaire, ça chante, ça danse, on chambre, on fait vraiment tout ce qui est imaginable. Moi je chante pas, moi, ni danser. Et quand le coach il est là, ben, on est un peu plus sérieux, on essaie d'être attentif à ce qu'il nous dit pour être prêt pour le match. Quel rapport entretenez-vous avec vos anciens coachs et vos anciens coéquipiers? Les anciens coachs, il n'y en a pas, ça c'est sûr. Mes coéquipiers, ben, en fait les anciens coéquipiers, ben, on est sur Facebook, on essaie de prendre des nouvelles sur Instagram, partout où on peut, et il y en a même où des fois on a les coordonnées, on s'appelle. Dans une carrière, on en croise tellement de coéquipiers qu'on n'arrive pas à garder le contact malheureusement avec tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui va vous manquer de l'équipe de France? Comment? Qu'est-ce qui va vous manquer de l'équipe de France? Ben, ce qui va me manquer le plus, c'est la relation que j'avais avec tous les joueurs français. Parce que dans ma carrière, j'ai fait pas mal d'équipes, comme j'ai déjà dit, mais j'ai jamais vraiment joué dans une équipe où il n'y a que des Français. Et c'est là que ça avait du charme pour moi, quoi, de jouer pour l'équipe de France, pour la France. Et en plus de ça, qu'avec des copains, c'était magnifique, quoi. Plus 10. J'ai commencé l'équipe de France en 2005 et j'ai arrêté en 2016, 11 ans. Quel est votre meilleur souvenir dans le basket? Non, meilleur souvenir dans le basket, c'est 2013 où avec l'équipe de France, on a eu l'opportunité de jouer la finale du championnat d'Europe et on avait gagné aussi, donc c'était un des plus beaux souvenirs. C'est une médaille qu'on a cherché à avoir depuis pas mal d'années, et le fait d'être la première équipe d'équipe de France à l'avoir emporté, ben, c'était une de mes meilleurs souvenirs en tant que basketteur. Comment gérez-vous les changements de club et de ligue? Quel est le rôle de l'agent? Bah, les changements de club, bah, faut s'adapter aux gens, en fait. J'essaie de m'adapter aux gens. Quand je suis parti aux États-Unis, ben, j'ai appris l'anglais. Je regardais comment les Américains vivaient pour essayer de faire au mieux. Après, j'étais en Russie, j'ai pas pu m'adapter du tout. Donc, c'est vraiment un niveau de vie différent. Et voilà, la ligue après, c'est du basket, quoi. Ça reste du basket. Et partout dans le monde, c'est quasiment le même basket qu'on joue, quoi, à part les États-Unis. Pourquoi avez-vous choisi le MSB? Parce que c'est la meilleure équipe en France. Non, j'ai choisi le MSB parce que le coach m'avait déjà coaché à Cholet et j'étais en fin de contrat à Limoges, et il m'avait appelé et il m'avait proposé de venir jouer pour lui, et nous les joueurs on aime bien jouer pour des coachs qu'on connaît déjà. Est-ce que par exemple parmi les propositions que tu as pu avoir à ce moment-là, est-ce que le fait qu'il y ait de telles infrastructures au Mans, est-ce que ça aussi peut-être, hors le fait que ce soit Herman, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui une régularité, par exemple on sait le Mans c'est 20 saisons consécutives en play-off, est-ce que ça aussi ça joue? Oui, ça jouait, et Herman il m'aurait demandé de venir jouer en National 2, je serais pas allé, quoi. Non, c'est vrai que
c'est vrai que je connais aussi le parcours du MSB et je sais que c'est un club qui est stable, qui chaque année il faisait les playoffs. Au moins une année sur deux, ils ont un titre. Donc je sais que c'est un grand club et une des meilleurs clubs en France. Où souhaitez-vous finir votre carrière? J'aimerais bien dire Cholet pour Monsieur Lacti, mais non, franchement, à part la Guadeloupe où j'ai commencé le basket, j'aurais bien aimé aider un peu mon club. Mais je pense que je finirai en France et peu importe le club, je vais juste jouer au basket le plus longtemps possible que je peux. À quel âge comptez-vous finir votre carrière? Enfin, comptez-vous prendre votre retraite? Ouais, là je vais avoir 34 ans, donc j'espère jouer encore 2 ou 3 ans. Si j'ai pas de pépin physique, si la forme, si l'envie, voilà, dans 36-37. Quelle est votre équipe de cœur? Tu t'es trompé, l'équipe de France. J'ai quelques questions à poser qui peuvent vous... Voilà. Pour rebondir sur celle que vous aviez posée, tout à l'heure quelqu'un a posé la question des relations avec les coéquipiers. Je pense que vous venez de dire sur l'équipe de France. En fait, finalement, vous avez tissé des liens d'amitié avec certains. Ils sont essentiellement en équipe de France, où il y en a qui restent du centre de formation à Cholet. Voilà. Est-ce qu'on arrive à garder une amitié sur le long terme malgré le changement de club et de coéquipiers réguliers? Oui, bien sûr, on arrive à garder un thème. Par exemple, Florent Petrus, je le côtoyais sur le terrain quand il était à Portaise et moi à Cholet. On ne se parlait pas du tout. On venait tous les deux de la Guadeloupe, mais il n'y avait pas d'échange, il n'y avait rien. Et depuis que je suis arrivé en équipe de France, maintenant c'est devenu le parrain de mon fils, par exemple. Donc l'équipe de France, il y a vraiment un attachement particulier. De toute façon, on le sent quand on voit les joueurs vraiment à jouer ensemble en équipe de France, parce que comme vous le disiez, c'est le seul moment où tous les joueurs français se retrouvent. Oui, bien sûr. Ça dure pas longtemps, ça dure que 2-3 mois et quand on est ensemble, on le fait vraiment. Si on n'a pas envie, il y en a qui viennent pas quand ils veulent pas et c'est pas méchant. Il faut qu'ils se reposent pendant les étés. Mais moi, ma génération, qui est Tony Parker, Florent Petrus, Boris Dio, nous c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et quand on arrive en équipe de France, c'était pas l'équipe de France de maintenant, donc on a dû vraiment bosser pour y arriver là et à l'arrivée, maintenant j'ai 5 médailles et c'est magnifique quoi. Alors, par rapport donc aux jeunes qui sont face à vous et qui sont donc au collège, je sais que certains sont basketteurs en plus. Voilà, on sait que c'est le rêve de beaucoup d'enfants de devenir sportifs professionnels. Quels conseils vous pourriez donner si vraiment ils veulent aller jusqu'au bout de leur rêve? Voilà, à quel moment vous avez su, ouais c'est bon, je vais pouvoir aller jusqu'au bout parce que je suppose que du centre de formation, vous êtes très peu à avoir percé, entre guillemets. Donc, quels conseils vous pourriez leur donner par rapport à ces rêves? Toujours y croire en fait. Hein. On va tomber sur des coachs ou des entraîneurs qui vont préférer un joueur ou un autre, qui vont vous dire vous n'êtes pas assez grand, vous n'êtes pas assez costaud. Moi par exemple, on me disait que j'étais pas assez costaud et j'ai dû attendre encore une année en Guadeloupe avant de partir en France. Mais j'ai toujours cru à ce que je voulais et j'ai jamais abandonné, donc n'abandonnez pas et n'oubliez pas de consacrer les études aussi parce que c'est vachement important. Moi,
quand j'avais votre âge, j'ai eu personne qui est venu me dire qu'il fallait consacrer les deux, que peut-être un jour, quelqu'un d'entre vous partira à l'étranger, ben, les cours d'anglais c'est vachement important. Donc vraiment consacrer les deux et jamais les lâcher. Et justement, tiens, on a plus ou moins parlé de la NBA. La Russie, comme on disait, l'adaptation a été plus courte et puis quasiment impossible. Mais la différence entre le championnat en France et la vie en France et la vie aux États-Unis, qui ne doit pas être du tout la même, ni le même rythme, ni... Enfin, je sais pas. Non, c'est pas le même rythme du tout. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de matchs. Il y a vraiment beaucoup plus de matchs et quand on part de chez nous, des fois on part 15 jours sans revenir. Donc c'est vraiment différent et on a l'occasion de rencontrer beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup plus d'infrastructures, il y a beaucoup plus de coachs. Et même là-bas, moi j'avais pris des cours d'anglais et tout. Donc c'était vraiment un autre monde, tout est beaucoup plus grand aussi. Le spectacle pendant le match, c'est même plus un match, c'est un spectacle. Tu vois, j'appelle ça un spectacle et il y a tellement de trucs aux alentours pendant le match que des fois les joueurs ils écoutent même pas ce que le coach dit, ils regardent ce qui se passe dans les gradins ou sur le terrain. C'est vraiment un autre monde quoi. Et au niveau du... C'est plus personnel comme question. Au niveau du... Parce que comme je le disais, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi... Enfin, moi, ce que j'ai suivi de la carrière de Mike Jayabal, c'est qu'on est passé à un certain moment un gros scoreur qui prenait beaucoup de responsabilités, à se mettre après au service de l'équipe. Est-ce que, parce que ça a toujours été dans ta mentalité, de partager le ballon, ou tu faisais ce que te demandait le coach, comment... Parce qu'on a vu qu'à un certain moment dans ta carrière, tu étais capable de mettre plus de 20 points par match, et puis après, tu es devenu plus passeur, plus shooter, avec l'équipe de France, shooter à 3 points quand il fallait. Enfin voilà, on sent une capacité d'adaptation importante. Bah, je pense que c'est l'expérience, hein. Tout ça c'est l'expérience. Quand je suis dans une équipe où on me demande d'être un peu plus scoreur, ben, je suis plus scoreur. Quand il faut défendre, ben, je défends, donc je fais en fonction des équipes où je joue. Et voilà, je pense que le plus important quand on fait partie d'une équipe, c'est vraiment de penser aux autres avant de penser à soi. On va laisser bientôt Mike, mais j'ai pas entendu la question. Vous avez demandé à quel âge il voulait prendre sa retraite. Mais une question importante aussi, parce que vous voyez, sportif de haut niveau, on disait 36, 37 ans. Ouais, est-ce que tu as déjà pensé à l'après-basket? Est-ce que tu as déjà des idées sur ce que tu aimerais faire après? Je cherche toujours, j'ai déjà pensé à quelques trucs, mais j'ai pas le temps de faire les formations et tout, par rapport aux entraînements et tout, mais j'aimerais bien me consacrer aux jeunes dans le basket et vraiment être un coach perso, quoi. Vraiment perso et apprendre les jeunes à développer leur basket, le dribble, le shoot, ou même le physique un peu, parce que le physique, t'es obligé d'en avoir un peu si tu veux jouer au basket de haut niveau. Surtout en pro et en NBA, donc voilà. Ouais, rester dans le milieu du basket, même essayer de faire un truc à côté pour me changer les idées, pour pas vraiment faire ça toute ma vie, et peut-être dans une œuvre caritative, je ne sais pas encore, mais je verrai. Est-ce que quelqu'un a une question qui lui est venue là? Monsieur Torlet, oui, ou Monsieur Delatte, Monsieur Béni. J'ai une question, en fait, tous les sportifs de haut niveau ont eu un moment à déclencheur avec un entraîneur. Est-ce que tu as vécu ça avec Tony Parker? Je sais quand il est arrivé à l'INSEP, c'est un entraîneur qui a cru en lui alors que les autres au début étaient un petit peu réservés sur la suite, quoi. Et en fait c'est quasiment son mentor. Est-ce que toi tu as vécu ça? Pas vraiment. Pas vraiment, j'ai jamais eu un coach qui avait à me pousser parce que je savais vraiment ce que je voulais et même quand on avait repos, ben, j'étais toujours sur le terrain, j'essayais d'arriver le premier et repartir le dernier parce que je savais que c'est comme ça que ça allait payer sans que personne me pousse ou sans que personne m'aide, quoi. Et le deuxième question, en fait, quand tu étais en Guadeloupe, il y a un moment donné, en fait, qui t'a repéré?
Parce que tu jouais, comme tu disais, avec tes copains, tu n'avais pas l'idée d'en devenir professionnel. Et donc, du coup, comment ça s'est fait la basket? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé un jour qui a dit bah, tu joues super bien au basket, moi je faisais une filière, et puis c'est parti. En fait, j'étais déjà en club en Guadeloupe quand j'ai commencé. J'ai commencé en club direct et j'étais en sélection de Guadeloupe. On est venu jouer en France et c'est comme ça que Cholet m'a repéré. Et dernière question, c'est comment tu as géré en fait ta partie communication, management et tout. Je suppose que c'est un manager, mais est-ce que tu as géré ta carrière tout seul, les transferts et tout ce qu'il y a de gestion d'argent, de droits sur tes contrats et tout. Pas que la com alors, pas que la communication. Ouais, l'ensemble de ce qui tourne autour de ta carrière. Quoi. Non, j'avais un agent et un attaché de presse pour tout ça et c'est eux qui se répartissaient les tâches et tout. Donc voilà, tout ce qui concerne le club, c'était l'agent et tout ce qui est médias, réseaux sociaux, c'était mon attaché de presse. Et j'ai un conseiller financier aussi pour l'argent. Merci. D'autres questions? Pour terminer, si j'en ai quand même une, désolé, mais là c'est encore une fois personnel. Et après je vous libère. Justement entre Europe et NBA, c'est vrai qu'on dit souvent que en NBA c'est plutôt un spectacle et en Europe on a un jeu beaucoup plus tactique, beaucoup plus entre guillemets pensé. Tu préfères jouer dans quel type de jeu? Est-ce que tu as une préférence déjà? Peut-être pas forcément. Facile la question à la NBA. C'est vrai que la NBA c'est le rêve de tout basketteur, donc je dirais que 90% des joueurs préfèrent la NBA, mais c'est vrai qu'en Europe, quand on joue en Euroleague, qui se rapproche un peu de la NBA niveau intensité, mais niveau tactique, je pense que l'Euroleague c'est vraiment le top niveau. Moi je crois. Ah, pardon. Vous faites combien de mètres? Ah. Quelle est sa taille, c'est ça? Je fais 2,02 m. Oui. Le poids. T'inquiète pas, on va... Le poids. Le poids, je fais 92 kg. Alors on va dire un... On va pas vous laisser partir tout de suite. On va apporter là, je vous ai prévu un petit jus d'orange, une petite collation pour pouvoir bien clôturer ce moment. Et avant, je vous propose, alors je remercie les élèves du Télé Saint-Jour qui ont donc préparé cette interview, qui l'ont filmée et donc elle sera accessible sur le site de l'établissement. Notre photographe officiel qui prend ces photos depuis tout à l'heure. Voilà. Et puis on va essayer, avant de passer à collation, si Mike le veut bien, faire une petite photo de groupe sur la scène. Et justement, tu pourras voir Nils, si tu fais la moitié de Mike ou le tiers. Le tiers. Voilà. Alors, on va monter dans le calme sur la scène pour pouvoir faire une petite photo. Tu veux aller sur la photo?
après. On les aura une photo de la base. On va attendre que monsieur de la